Eh ben, écoutez, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir bravé la nuit, le froid, voilà, la neige, la pluie ou ce qu'on veut. Merci à tout le monde. Alors, c'est pas un sujet qui passionne beaucoup les foules, hein, à la preuve ce soir, mais un sujet très important quand même. Donc, on va parler de frameworkless. Alors, nous sommes heureux de changer de lieu, comme chaque semestre, hein. On était à The Coding Machine au semestre précédent, et pour le premier semestre 2024, nous sommes chez Meritis. Merci à toi Gaëtan de m'avoir contacté. Merci aux équipes voilà, de nous héberger pour 6 mois. Voilà. Je te laisse la parole dans quelques minutes pour que tu présentes un petit peu. Donc c'est le 40e meet-up de programmé déjà. Donc merci à nos partenaires, merci à Meritis de nous accueillir jusqu'en juin prochain, et merci aussi à Oxasis qui est partenaire annuel du magazine. Alors l'agenda, comme d'habitude, très très simple, hein, donc vous me supportez 2-3 minutes. Ensuite, oui je sais, c'est très dur. Ensuite, je laisse la parole à Alban et Hervé. Alors je l'ai mis dans l'ordre alphabétique, hein, voilà, et pas l'ordre de préférence, je précise. Voilà, et ensuite on fait un petit shutdown now pour ceux qui aiment les lignes de commande, et on va migrer là-haut. Voilà. Les derniers numéros de programmé, voilà, donc c'est le spécial quantique qui est toujours disponible en PDF parce qu'il est épuisé en papier, et le numéro 261 et le 262 sort le 22 mars pour la KubeCon Europe. Si vous êtes amateur d'histoire de l'informatique Technosaur, voilà, le prochain numéro sort dans 6 semaines. On est en train de le terminer en ce moment. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Donc disponible sur technosaur.fr, programmer.com et sur Amazon. Nos prochains événements, donc à Meritis, les meet-up. 23 avril, on va parler COBOL et notamment COBOL open source. Et comment on fait du COBOL avec du VS Code. Donc, et c'est très drôle à voir et c'est très intéressant. Le thème donc ça c'est le 23 avril. 19 mai, on a quelques thèmes mais c'est pas encore totalement fixé. Le 14 mai, pardon. Et le 25 juin, c'est Markdown saison 2. Donc Christophe va revenir pour vous affronter, voilà. Parce que le sujet, parce que la saison 1 avait bien plu, et là on va aller encore plus loin avec Markdown. Markdown comme langage de programmation. Voilà. C'est très connu dans GitHub, mais en fait avec Markdown, on fait énormément de choses et pas que du Git. Voilà. Et enfin, la dernière DEFCON, donc ce sera la DEFCON numéro 22 déjà. Ce sera le 13 juin et ce sera un spécial Game Dev, deuxième édition, à l'école 42, à partir de 13h30 comme d'habitude, plus de 5h30 de conférences techniques avec, comme d'habitude, notre pizza party pour finir la journée. Donc ça, c'est le 13 juin et l'agenda sera disponible sans doute vers fin mai. Voilà. Bienvenue, je suis ravi de vous accueillir ce soir chez Meritis. Meritis est un cabinet de conseil en transformation digitale, numérique, parce qu'on ne joue pas avec les doigts, créé en 2007 et je les ai rejoints en 2008, donc ça fait quelques années. On est aujourd'hui un peu plus de 900 collaborateurs. On vise sur 2024 d'arriver à 1000 et de les conserver dans un bon esprit. On a été Great Place to Work pendant 5 années et on continue à le faire. Dans les autres choses intéressantes, on vise le 100 millions de chiffre d'affaires. On est implanté à Paris, Sofia, Nantes, Montpellier, Aix, et avec des collaborateurs aussi à Rennes, à Bordeaux, à Lille, et depuis 2023 au Portugal, à Lisbonne. On est spécialisé sur différentes expertises, du développement logiciel, du cloud, de l'infra, des choses un peu plus métiers sur la finance. Historiquement, c'était notre cœur de métier. Et puis également la cybersécurité, la gestion de projet. Et je vais laisser la parole à Alban et Hervé, qui vont parler d'un sujet qui, moi, me passionne beaucoup, frameworkless. Alors aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de frameworkless. Alors, je vais avoir une petite question. Qui fait de la programmation ? Qui fait du Java ? Bon, pour ceux qui n'en font pas trop, on essaiera quand même d'expliquer, mais ça peut se transposer à d'autres langages. Alors ça, c'était une question qu'on m'avait posée ce matin. Oui,
Bah, ça se transpose à d'autres langages en fait. Hein. C'est la logique ou l'esprit, en tout concepts. cas, les concepts qui sont derrière, ça, pour moi, ça se transpose. Bah, on va d'abord se présenter. Comme tu es en premier, je vais te laisser. Je me présente, je m'appelle Alban Clévy, j'ai 15 ans d'expérience. J'ai fait différents postes, tech lead, architecte. J'étais aussi développeur à la base. J'ai fait un peu de gestion d'équipe et de chef de projet pour tester. J'ai eu des opportunités, donc je les ai saisies en fait. 3 ans en tant qu'interne à la Société Générale et 12 ans en ESN. Ça va faire 5 ans que je suis chez Meritis et j'ai fait une autre ESN avant en fait. Moi, je m'appelle Hervé Le Tourneur. Ça fait 16 années que je travaille dans le monde du développement. Je suis encore reconverti à la base. J'ai fait de l'électrochimie. Je déposais du cuivre sur des semi-conducteurs. J'ai dérivé un peu. J'ai eu des postes aussi de développeur, de tech lead, de responsable d'équipe. Ça fait 16 ans que je suis dans des ESN et 10 ans que je suis chez Meritis en tant que consultant et responsable de la practice Java au sein de Meritis. Les réseaux sociaux. On n'en a pas. On n'est pas, on est vieux en fait. On n'est pas bon pour ça en fait. Donc on va pas. Vous allez nous trouver sur LinkedIn, mais c'est à peu près tout. À peu près, vous allez voir qu'il y a un compte GitHub qui traîne, vous allez dire mais c'est quoi ce truc-là? Voilà. Il n'y a pas de Twitter, de machin. Voilà. Alors, ça c'est notre sommaire. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui? Vous trouvez l'intrus? Il y a un intrus dans le lot quand même. Il y a un intrus dans le lot. Ouais, Marteau, ouais. Il est là. Et pourtant, ça va être au centre de la présentation, le marteau. Et c'est en lien avec le framework class. Exactement. D'abord, on va définir ce que c'est qu'un framework en fait. Alors, désolé, ça peut être le slide où il y aura le plus de texte à lire. Désolé pour vous, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. Je ne l'ai pas appris par cœur. Hein. Donc en programmation informatique, un framework est un ensemble cohérent de composants logiciels structurés qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel, c'est-à-dire une architecture. Bon, alors ça fait un peu scientifique comme ça. Vas-y, continue. Un framework peut néanmoins être spécialisé dans un langage particulier. On a tous dans nos langages qui ne sont pas tous interopérables. Il impose un cadre de travail dû à sa construction même, guidant l'architecture logicielle, voire conduisant le développeur à respecter certains patrons de conception. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ou pas? Je vois des têtes qui bougent en haut, au moins une. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons écrit. On l'a repris sur la page de Wikipédia. On a juste enlevé les grandes parenthèses qui expliquent 50 mots-clés. Mais en fait, c'est la page Wiki, c'est un petit résumé de la page Wiki. Donc si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Wikipédia, c'est un truc communautaire. Donc on peut aller le modifier. Pour la petite histoire, il y a quelques années, il y en a qui se sont dit, la page Windows, ils ont mis un lien sur la page Linux. Et c'est vrai, ça a été fait il y a une quinzaine d'années. Et pendant 2 minutes à peu près, on allait sur la page Windows et Linux. Donc voilà, si vous avez des remarques dessus, vous pouvez aller la modifier. Oui? Le seul problème, c'est la phrase du milieu. Pourquoi? Parce que, spécialisé dans un langage particulier, en fait, il y a des frameworks qui sont spécialisés sur un usage particulier. En plus, oui. Mais sur un langage particulier, je veux dire, c'est pas pertinent dans l'ensemble, en fait. C'est l'intrus, en fait. Vue, c'est que du JS. Oui, mais en fait, c'est pas une question de... En fait, c'est une question de cohérence. C'est la cohérence wiki. Oui, je sais, mais... Tout le texte, ça vient de Wikipédia. Wikipedia.fr. Vas-y. Alors, on va faire une petite mise en situation. Petite mise en situation. Donc on a un besoin, c'est Bricoshop. Grande société de bricolage que tout le monde connaît forcément. Son besoin, c'est de faire un petit système de gestion de produits à installer sur des mini-ordinateurs qui sont très faibles en ressources. Bon. On y va? On y va.
Alors, Alban jouera le rôle du tech lead et moi du développeur. Parce que c'est toujours comme ça que c'est structuré. À peu près. Hein. Bon, alors on Donc, fait à peu près ce que tout le monde fait. On a un petit projet à faire avec une web app, en informatique, en Java. Bon, bah, Spring Initializer, un petit Spring Boot. Ça va être c'est rapide. parti. Donc on va sur la page, on met le nom de notre projet, le nom du package, on choisit un petit peu Maven, etc. Tout ça. On fait notre petite sélection. Et puis c'est parti. C'est parti, On hein. génère le projet. On génère le projet. Boum. Let's J'ai starter. déjà plein de code. C'est génial. Donc on a le starter. Et à côté, on a un petit contrôleur qui dit coucou, parce qu'il fallait commencer par dire coucou. Le Hello World. Et puis ensuite, on va aller chercher des marteaux. Pour Parce commencer. que Bricoshop, ils vendent des marteaux. Vous avez vu le logo, il y a 2 marteaux, c'est les spécialistes du Ouais, marteau. c'est- Donc on va retourner des marteaux au début. Voilà. Donc en très peu de temps, on a réussi à créer notre application qui démarre avec un petit contrôleur qui fait coucou et qui nous renvoie des marteaux. Alors, tout de suite, tu dis, on va peut-être gagner un petit peu de temps sur le code. Ouais, on va le rendre un petit peu plus succinct et lisible en fait, parce que là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a fait une petite classe marteau avec le prix, la taille, puis equals, hashcode, toString, getter, setter, petit constructeur. On va introduire Lombok. Donc, qu'est-ce que c'est que Lombok? C'est un petit gros projet informatique. Des petits inconvénients quand même, il faut modifier son IDE pour lui rajouter le plugin Lombok. Puis après, ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, on enlève tout, on met 3-4 annotations, comme en haut à gauche, et puis ça génère tout le code. Voilà. Et ça marche comment? Vaut mieux pas savoir en fait. En fait, à la compilation, au moment de générer le bytecode, la petite librairie Lombok arrive, elle fait attends. Je dois passer par là. Je vais te rajouter getter, setter, toString, equals, le constructeur avec tous les arguments. Ça commence à faire des trucs un peu bizarres, mais bon, voilà. Et puis comme il y a on peut faire des espèces de méta-notations, donc on va mettre add data, ça les remplace tous. Donc on obtient une classe, 4 lignes, 5 lignes avec add data. Voilà. C'est magique, ça nous fait getter, setter, tout et tout. Pourquoi tu mets des getters, des setters sur un champ public, toi? C'est Lombok. D'accord. Oui, c'est un peu bizarre, mais bon. On a réduit le code, quoi. On a réduit le code, on a un truc petit, lisible, on est heureux. Et puis ce qu'on exécute, c'est pas forcément ce qu'on... Bon, c'est pas grave. Ok. Et comment on va communiquer avec la base? Grand classique que tout le monde utilise, je pense. Hibernate. Spring Data même. Allez, Spring Data, on va aller comme on a commencé en Spring, on va aller à la classe au-dessus, Spring Data. On va se mettre Spring Data, comme ça on va tout avoir d'un coup, ça va être nickel. Pas beaucoup de code, ça va marcher tout seul. Donc Spring Data, quand on va l'ajouter, en fait, on va se retrouver à utiliser la couche JDBC pour communiquer avec la base. Au-dessus de ça, on va mettre Hibernate qui va nous ajouter le mapping. Comme ça, on arrête de faire des requêtes SQL, on annote des entités et puis hop, ça va aller chercher les informations en base. Puis bon, comme on a envie de se dire que si on a envie de changer l'ORM, on va mettre JPA au-dessus. Comme ça, on ne voit pas l'implémentation, puis si on veut la changer, c'est facile, on rajoute encore une couche. Puis Spring s'est dit, je vais utiliser tous mes concepts et je vais encore limiter le code construit. Comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, on se retrouve rapidement avec quelque chose, on peut faire des opérations base de données. Et du coup, comment on fait ça? On rajoute un starter. Et ça nous ramène tout ça. Avec une petite dépendance dans le POM. Facile. Facile. Bon, alors ensuite, il faut modéliser notre base de données, en fait. Donc, il faut créer nos entités. Donc, alors, on a aussi des marques de marteaux. Parce que chez Bricoshop, en fait, ils ont rangé tous leurs marteaux par des marques de marteaux. Donc, il y a une marque de marteau avec l'ensemble des marteaux de cette marque. Donc, Et ils ont tous les marques de marteaux de la Terre. il y en a Ils une adorent quantité ça. astronomique. Grand historique. Donc on retrouve nos annotations Lombok, add data, plus toutes nos annotations. Voilà, donc les annotations pour décrire la clé primaire, les colonnes, les associations, parce que pour une marque de marteau, on a un ensemble de marteaux. Et à côté de ça, on a Spring Data qui, avec une simple interface qui étant une autre interface qui s'appelle JPA Repository, on se retrouve avec tout un tas d'opérations sur cette entité d'écriture et de lecture à disponibilité immédiate. C'est génial. C'est parfait. En peu de lignes de code,
j'ai mon starter web, j'ai mes entités, et puis je suis capable d'aller chercher des entités en base de données. Bon. Top. On passe à la suite. Bon, Bon, on va livrer en production. Donc, on a prend fait nos notre tests application, unitaires, hein. donc on envoie à Bricoshop et on dit « Ah, c'est bon, on a fait notre application. Vous pouvez avoir on l'a une- fait vite. On a respecté les délais, on est en Respecté avance. » Et j'ai testé. Tu as testé. J'ai C'est le testé. plus important. J'ai testé, c'est important. Donc on est 50 marques de marteaux, et pour chacune des marques de marteaux, on avait 100 différents. Ça fait à peu près 5050 entités qui sont chargées en mémoire à un instant T. On a mis ça en 60 millisecondes. Bah, c'est bon, c'est good. Il y a toutes les marques de marteaux de la Terre. Il y a peut-être plus que 100 marteaux, non? Donc ça, c'était le besoin de notre client. On va modéliser comme ça. Et en fait, il est revenu, il était furax. Ah, il n'est pas content. Et pas content du tout. Ça lui convenait pas. Alors il y a plusieurs choses qui lui allaient pas. Déjà, ça menait 4 secondes et demie à démarrer. L'appli, Pour charger des marteaux. pour charger des marteaux. Le jar mettait 81 mégas. Et en plus, il nous dit, ça fait 2 heures que ça tourne, et on n'a toujours pas loadé tous les marteaux qu'on a dans notre catalogue. Ah bon? J'ai profilé la mémoire. Il y avait 5 millions, il y avait 50 000 marques et 100 marteaux différents, ce qui faisait à peu près 5 millions d'entités à charger. Et ça, c'était la mémoire de la JVM qui grimpait. En 1 heure de traitement, elle a réussi à monter 300 mégas en mémoire. Et la flèche en rouge, là, j'ai décidé d'aller me coucher. J'avais autre chose à faire. Donc le client, il a dit, je voulais ça, moi j'ai eu ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne aux besoins clients. Voilà. Bon, Bon, Bricoshop, c'est une grande société de bricolage. Et ce qu'elle veut, c'est un système de gestion de ses produits sur un petit PC avec peu de ressources. Donc il faut qu'on réfléchisse différemment. comment on peut faire? Bah moi, j'ai entendu parler d'une librairie un petit peu légère qui s'appelle la Javaline. Allons-y. Ah, alors, Javaline, j'ai pas trouvé d'initialiseur. Bah, j'ai trouvé de la documentation à lire et j'ai trouvé un tutoriel. Bon, bah, écoute. Donc j'ai lu la documentation. Sur la page d'entrée, je vois même un bout de code. Je me dis, bah, je vais essayer. Donc, je crée mon application, je suis un petit peu ce qu'on me dit. Je fais, ah, donc j'ai mon contrôleur, il n'y a pas d'annotation. Par contre, on retrouve un petit peu le même état d'esprit avec les routes qui sont décrites et puis après, bah, les méthodes qu'on appelle pour répondre à la route en question. Le petit truc par rapport à avant, c'est qu'avant, j'avais Spring, qui est un injecteur de dépendance. Donc, cet injecteur de dépendance, il crée mon application de zéro. Il scannait toutes les entités qu'il avait à faire et il me créait mes dépendances et il me donnait l'application web. Ici, comme je n'ai pas d'injecteur de dépendance, c'est moi qui dois le faire, la création de cette application. Donc j'ai ce code-là en plus, qui consiste à créer toutes mes couches, créer mes DAO, créer ma connexion à la base de données, créer mon service, créer mon contrôleur et ensuite binder le contrôleur à Javaline de manière à ce que Javaline reçoit les requêtes et les envoie au bon endroit. Alors, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Par contre, je comprends mieux comment mon application est construite. Et quand j'ai un problème, il me manque une dépendance, je le vois tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre que ça démarre pour m'entendre dire « tu as oublié de mettre @autowired sur le nouveau service ». Ou tu as configuré 2 fois la même route, des trucs comme ça. Tout à fait. Alors ensuite, et si on gagnait du temps avec du code? Tu as une idée, toi? Là, on se retrouve avec la même entité qu'on expose. On est en Java 21, donc Java 14, introduction du record, officiel en 17. On va partir sur du record. Les records, tout le monde sait ce que c'est. Alors, c'est introduit dans Java. Ils se sont dit, donc ça serait bien qu'on puisse créer un objet rapidement en une ligne. Il est là, l'objet en une ligne. Donc c'est un objet immutable. Quand on parle avec des gens sur Java, ils tendent à partir sur l'immutabilité en fait. Ça a pas mal d'avantages quand même. Le record, là, en une ligne, on est juste là, ça déclare le constructeur automatiquement. Puis ça fait un equals, un toString, un hashcode. En fait, ça fait un peu tout ce que faisait Lombok, mais c'est natif maintenant, donc c'est plutôt léger. Du coup, ça nous fait une librairie en moins. Puis ce qu'on exécute, on est sûr de ce qu'on exécute. On n'a pas un truc qui passe derrière et qui dit ouais, je t'ai refait un equals un peu à ma sauce, tu verras, ça se passe bien. Tout va bien se passer, tu verras. Puis le toString aussi. Donc là, on a un truc immutable, voilà, natif dans le langage. Bon. Celui qui me connaît dans la salle, il sait que j'en ai pas partout. Donc
ça, c'est plutôt pratique. Et ben, on n'a pas le sapin de Noël d'annotation qui apparaît. Voilà, Puis bon, c'est natif au langage. c'est natif. Bon, il faut qu'on communique avec Avec la la base. base. Ouais, là, on va pas remettre Spring Data parce que Non, c'est un peu trop lourd. Ça va rajouter quand même pas mal de choses. Donc là, il faudrait qu'on cherche quelque chose qui soit un petit peu plus léger, un petit peu comme dans l'idée de Javelin en fait. Une petite surcouche légère à la base de données. JDBC classique, mais il faut gérer les connexions, le pool de connexions à la base, oui, tout pas- ça. je dirais On que a envie de s'en abstenir un petit peu quand même. Donc, puis bon, les remappers, c'est pas toujours sympa à écrire, c'est un peu lourd, on aimerait bien éventuellement avoir quelque chose qui le fait un petit peu à notre place. Donc on a cherché un ORM léger, cette fois-ci, qui se met simplement sur la base et qui n'a quasiment que ce rôle, c'est-à-dire mapper le résultat set vers notre entité, notre objet qu'on va manipuler. Pour ça, on a trouvé quelque chose qui s'appelle JDBI. Donc JDBI, il va se mettre juste au-dessus de JDBC, et la seule chose qu'il va faire quasiment, c'est juste mettre une petite couche d'abstraction au-dessous de toute la mécanique JDBC, donc comment je crée une connexion, comment je crée un creeper assessment, et aussi de me mapper automatiquement le résultat set vers des entités. En gros, ce qu'on a à peu près tous besoin, hein, c'est la tuyauterie, on s'en fiche un peu, ça le fait pour nous, et voilà. Et donc du coup, la seule chose que j'ai à faire, c'est ajouter cette dépendance, JDBI. Et puis si on regarde là, juste en dessous, tiens, il y a Jackson qui est apparu, que je n'avais pas dans Spring. Oui, parce qu'en fait, Javelin, par défaut, si on veut serialiser en JSON, il ne le fait pas. C'est à nous de dire on l'ajoute parce qu'on en a besoin. Javelin ne nous contraint pas à utiliser des serialiseurs ou de travailler d'une certaine façon. Si on a besoin de quelque chose, on l'ajoute parce qu'on en a besoin. Et non pas parce qu'on est obligé. Alors du coup, après, il faut qu'on fasse nos entités. Alors, quelle va être la différence? Ah, mon entité peut être un record avec JDBI si je le souhaite. Je ne suis pas obligé d'avoir une classe à noter avec un constructeur par défaut. Parce que Hibernate, sans constructeur par défaut, ça se passe mal. Pour faire son proxy, il en a besoin. On peut faire du record avec de l'Hibernate maintenant, ça passe. Ça passe. Il faut annoter de partout encore. Faut faire un peu... c'est ça. Le sapin de Noël est toujours là, hein, mais on est tout là. Et du coup, cette fois-ci, il faut que j'écrive moi-même le DAO et l'opération qui me permet d'accéder à la base de données. Donc c'est à moi d'écrire la requête, qui est là, c'est un simple select, hein, rien de très compliqué. Et derrière, le map-to ici va permettre de dire le résultat de la requête. On voit que là, les champs ont les mêmes valeurs, il va le mapper tout seul. Voilà. Donc si les noms des colonnes ne sont pas identiques, on peut utiliser des annotations, mais non pas obligé. On peut aussi faire des as, tout simplement, en mettant le nom, et ça va le mapper automatiquement. Donc on se retrouve avec des entités qui ne sont pas du tout annotées, et aucun framework dessus. Voilà. Alors, le contre-coup, c'est que j'ai qu'une opération dessus. Tout à l'heure, avec JPA, j'avais toutes les opérations de la Terre. Là, j'en ai qu'une seule. Mais moi, j'aime bien parce qu'au moins, je sais ce qui se passe sur mes entités. Alors qu'avant, je ne sais pas et c'est compliqué. Bon, on teste. On y va en On production. La base. Alors, cette fois-ci, mon test, c'est toujours le même, hein, c'est les 5 millions. Mais là, j'ai mis 10 secondes. J'ai fait exactement la même chose, je l'ai fait en 10 secondes. 10 secondes, les 5 millions d'entités étaient chargées en mémoire. Du coup, on est retourné voir notre client. Forcément. Il a dit, est-ce que tu es content? Il était ravi. Pourquoi? Ça démarrait plus vite. 866 millisecondes, l'appli elle a démarré. Beaucoup plus légère, 7 mégas. En 10 secondes, il avait chargé toutes les entités en mémoire. Et là-bas, c'est moi qui ai fait le GC parce que je voulais éviter vider la mémoire. Donc on a un profil mémoire complètement différent. Du coup, le client était content, il avait ce qu'il voulait. Quelque chose de léger, qui démarre rapidement, qui ne consomme pas beaucoup de ressources, qui est efficace. Ça fit son besoin. Petit tableau récapitulatif. On a donné pas mal de chiffres. On a donné pas mal de chiffres. On a montré dans les deux use cases un petit peu les différences, hein, comment on est parti, etc. Et donc voici quelques métriques qu'on a récupérées. Tu veux peut-être les... Alors, on est parti volontairement sur le tout framework. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés, en fait. Donc, c'est pas qu'on a tiré le trait très fort. On voit bien que le temps de démarrage, en fait, on a un facteur plus de 4 qui traîne par là. Juste en enlevant un gros framework, en mettant une petite librairie. Le livra, pareil, 80 mégas, 7 mégas.
Ils sont les 63 mégas en plus, enfin les 70 mégas en plus, ils font quoi en fait? On peut se poser la question. Le temps de build, bon, il est pareil, mais ça, finalement, quand on amène à livrer des choses chez des clients, c'est un petit peu transparent. Les dépendances, on en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, on maîtrise un peu plus qu'on amène. L'avantage des faibles dépendances, c'est quand on va faire des évolutions de version. Bah, dans le cas de mon tout framework, il faut que j'assure que toutes les dépendances soient compatibles sur mon nouveau langage. Faille de sécurité. La Log4j, je pense que tous les développeurs Java en ont entendu parler il y a 2 ans. Un dimanche, un email qui dit il y a une faille Log4j, demain matin, ça va être sympa le boulot. Hein. Après tous arriver à peu près au même boulot le matin à 8h30. Ah, déjà 3 réunions de crise. Et ça, c'est tous les repos que je dois fixer. Bah là, avec un peu de chance, on tire moins de choses. La quantité de code, on l'a mis de faible à modéré en fait. On n'avait pas une notion de ligne. Quand on a moins de framework, forcément on écrit plus de code, mais on le maîtrise plus finalement. Là où dans l'autre, quand on fait juste du Spring Data, du find et trouve-moi les choses, il les trouve. Ok, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Puis bah, le volume, on gère quand même beaucoup plus de données en fait. Hein. Et ces use cases-là qu'on vous a mis, en fait, c'est des cas qu'on a eu chez nos clients, techniquement parlant, de volumétrie de données qu'on n'a pas à gérer. Donc là, on a pris JDBI, mais on aurait pu prendre d'autres librairies qui font ça en fait. Par exemple, là, vous voyez, sur les dépendances, les 62, là, côté Spring, le fait d'ajouter Spring Data, ça a multiplié par 2 les dépendances. Et ça a quasiment multiplié par 2 la taille du jar. Juste Spring Data. Pour quelque chose qui n'est pas capable de charger dans un temps acceptable 5 millions d'entités. Dans les dépendances, vous comptez les dépendances, les sous-dépendances? Transitive, oui. Tout est dedans, oui. J'ai fait un dépendant Citri, donc ça m'a donné toutes les dépendances transitives. Donc rien que l'ajout de Spring Data a été hyper lourd pour l'application. Et en plus, ça ne fitait pas du tout aux besoins, in fine. Alors, on a mis d'un côté tout le framework et de l'autre côté, alors, frameworkless, moi je dis moins, parce que ça ne veut pas dire pas de framework. En fait, je pense que ce n'est pas possible à l'heure actuelle de s'en passer complètement. Le but, c'est d'essayer peut-être d'en avoir le moins possible et d'essayer de maîtriser ce qu'on a et que ça fit aux besoins. Donc ici, on a essayé de lister un petit peu, durant cette présentation, les avantages et inconvénients qu'on a pu rencontrer entre les deux parties pris, en fait, un petit peu extrêmes. Tout framework, on l'a déjà dit, c'est ce qu'on trouve chez tous nos clients, dans nos missions, dans notre travail quotidien. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites, ça fait moins de code. J'utilise Spring Data, oui, ça fait moins de code. Est-ce que je suis un fan? Pas forcément, mais il y a des fois, ça fait gagner du temps. Par contre, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je me suis déjà tapé des trucs qui sont faits en lazy avec du Spring Data, fallait le savoir. Alors que si je l'avais codé moi-même, il n'y aurait pas eu ce petit bug-là qui traînait par exemple. Il y a le côté boîte noire et puis ça alourdit les choses. Frameworkless, un peu léger, je connais tout mon code, la stack techno, je la connais à peu près par cœur. Par contre, du Javelin, du JDBI, on n'en trouve pas partout. Les gens sont plutôt frileux à partir là-dessus. Il suffit de regarder le marché, les annonces, les contacts, voilà. On trouve, Hervé, il a travaillé sur une application qui est en Javelin. J'ai été contacté pour une autre appli web qui n'était pas en Javelin, ni en Spring, qui n'était pas du Quarkus, qui était encore autre chose, une autre qui est une lib pour le coup aussi légère. C'est vraiment, on sent que c'est quelque chose à la marge finalement. Petite question, côté frameworkless pour le Spring Data, c'est du JDBC par exemple? Alors, JDBC, c'est l'API Java. Donc, en fait, dès qu'on communique avec une base de données, de toute façon, on passe par cette API-là. Donc, au final, tous les frameworks qu'on va rencontrer qui discutent avec la base de données passent par l'API. La question est la quantité de couches qu'on met dessus pour essayer de faciliter la vie aux développeurs. Parce que Hibernate, ça part un petit peu de ça. C'était essayer de dire, on va arrêter de faire des requêtes SQL. Ça fait une espèce d'autre langage à connaître. Nous, on manipule des objets. Fait de la POO, donc on va essayer de mapper ce monde-là vers le monde des bases de données relationnelles. Et c'est comme ça que Hibernate pour moi est né, en tout cas c'est comme ça que je l'ai un peu vécu. Et du coup c'est toutes ces couches jusqu'à Spring Data qui va même nous créer automatiquement des opérations sur nos entités, même là où ça n'a pas de sens. Avoir des opérations d'écriture sur des entités qu'on n'est pas censé toucher, c'est quand même un petit peu surprenant d'avoir automatiquement ces opérations-là. C'est ça que fait Spring Data. Et on se retrouve avec une couche énorme, énormément de dépendances.
et aussi un manque de compréhension de ce qui se passe sur nos entités. Parce que quand on est sur un projet, savoir qui met à jour telle entité, ça peut devenir coton. Sur le frameworkless, l'avantage aussi, c'est qu'on a quand même un langage Java, nous, à l'heure actuelle, qui évolue quand même beaucoup plus rapidement, avec des fonctionnalités qu'on a envie d'avoir. Par exemple, Java 21 est arrivé, on a Loom. On a envie d'avoir ces threads virtuels, en fait, surtout sur des conteneurs web, c'est quelque chose qui nous intéresse. Quand on est en tout framework, ça met beaucoup plus de temps à arriver. Parce que la code base, en fait, elle est énorme. En fait, pour le tout framework, dans ce cas-là, il faut attendre que Spring soit compatible Java 21, qu'Hibernate soit compatible Java 21. Et qu'ils... compatible, hein. Oui, mais il faut qu'ils les utilisent, il les faut qu'ils les fonctionnalités. utilisent. Les threads virtuels sur le... Oui, mais en fait, tout ça, en fait, quand tu as une code base avec beaucoup de frameworks, à un moment donné, tu en trouves toujours un qui dit « Ah, je suis pas compatible, en fait. » Et là, tu te dis « Ouais, mais ce truc-là, je l'ai utilisé partout, je me retrouve coincé, j'ai plus qu'à attendre. Ouais. Et je l'ai vécu. Je co-travaille avec une autre équipe sur une application. Il y a un endroit, c'est quelque chose qui est fourni par JBoss. Hein. JBoss, je pense que tout le monde connaît ce serveur d'application. Ils ne sont pas compatibles Java 17 sur un de leurs projets. Java 17, c'est déjà vieux, ça a 3 ans, Java 17. Enfin, c'est déjà une version obsolète de Java maintenant. Et les mecs, ils ne sont pas compatibles, donc ils ont passé plusieurs jours, voire semaines, à générer de la compatibilité eux-mêmes par-dessus, en faisant une surcouche. C'est pour ça, moins on a de framework, finalement, plus on peut suivre les évolutions du langage et des évolutions plus ou moins importantes, en fait. Ça nous facilite la vie, en fait. Dans le cas de Spring, en fait, ça appartient à VMware, qui est une boîte privée. Ça a été vendu récemment aussi, racheté par une autre, je ne me rappelle plus. Du coup, derrière, en fait, du jour au lendemain, si ça fait plus d'entrée d'argent, on pourrait très bien arrêter. Parce que derrière, il y a une boîte privée. Oui, tout à fait. Ah oui, je suis d'accord. Quand on prend juste Spring, pour tout le monde, il y avait Rest Template. Hein. Un jour, ils ont fait bon, vous êtes mignons, hein, mais c'est déprécié, on ne le maintient plus. Comment ça, vous ne le maintenez plus? Ah non, la prochaine version, c'est déprécié, on va l'enlever. Hein. Mais on l'a mis partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le nouveau qui remplace, il est super bien. Ouais, mais non, mais en fait... Sachant que la bonne réponse, là, c'est plutôt de prendre le client Java, non? Ouais, maintenant, il faut prendre le client Java qui est quand même très léger. Et bizarrement, le nouveau client de Spring se base sur le client Java. Allons chercher une logique. Mais voilà, il y a des choses comme ça, on peut se retrouver sur une base de code à se dire, là, le coût de migration, en fait, c'est pas 2 jours. En fait, il y a une sorte de concurrence entre la nébuleuse OpenJDK et Jakarta. D'un autre côté, Spring, en gros, Spring, il va prendre ce qu'il y a dedans, il va l'intégrer dans les frameworks pour pas que les gens aillent sur le natif, en fait, sur le corps JDK et sur Jakarta. Oui. Du coup, c'est tout le temps, en fait, du passe-passe entre les deux. Mais là, on voit bien un risque parce que le truc, c'est vraiment une boîte privée. Du jour au lendemain, en fait, c'était comme, c'est comme toutes les boîtes américaines, quand un jour ça s'arrête, il n'y a plus de financement. Mais le problème du frameworkless, c'est beaucoup de code. Ouais, oui. Alors justement, je voulais dire quelque chose là-dessus parce qu'on fait plus de code. Mais si on parle de code base, encore une fois, j'avais un jar qui fait 80 mégas. Donc si je prends toutes les libs, tous les frameworks qui arrivent, j'arrive avec une code base. Quand je dois analyser ce qui se passe, elle est énorme. Et quand il y a un problème dans cette code base, l'analyse, elle est très compliquée. Je préfère analyser mon code. C'est plus simple. Je le maîtrise. Dans la stack Spring, vous pouvez avoir très simplement un conflit entre les différents fournisseurs de Log4j pour l'API Log4j. Tout à fait. Ne serait-ce que pour Spring Security, un upgrade de version qui ne fonctionne pas parce que ça ne marche pas. Alors, ils ont essayé de régler ça avec Spring Boot. Mais bon. Oui. Je pense que la partie frameworkless, est-ce qu'il y a des architectures qui permettent de quand même sauver la code base pour pas qu'elle s'écrase sous des tas de code? Parce qu'on arrive à isoler la business logic. Oui. Alors moi, pour ça, personnellement, j'aime bien appliquer l'architecture hexagonale et de délimiter mon code métier au sein de l'hexagone. Et tous les effets de bord, tous les appels extérieurs qui me sont faits sont mis en dehors de l'hexagone. Comme ça, si je décide de changer JDBI pour Ibatis, par exemple, je change mes ports. Mais je ne touche pas à mon métier. Et je n'ai pas envie d'y toucher. Je n'ai pas envie que ce changement de technologie impacte le code métier.
n'y a pas de raison. Sachant que Spring peut être un peu intrusif là-dessus, hein, dans le code métier, hein, parce qu'on rajoute des annotations pour l'injection, et en fait, on se rend compte que notre hexagone, on a voulu l'isoler, et en mettant Spring, on l'a couplé à une technologie, juste en mettant une annotation. Ça fait que si mon hexagone, je veux le mettre ailleurs, il faut que je supprime, soit que je supprime toutes les annotations, soit que j'embarque la dépendance que je ne veux pas embarquer. Après, il y a les lombok, on ne peut pas les éviter. Si. Ah si, tu mets si, un si. record et c'est fini. Ouais. Alors moi j'avais une question. Est-ce que là on ne double pas le coût du projet? Alors, Faut vendre ça peut-être, non? Toi, tu l'as fait justement. Alors, notre ouais, quotidien. si ça te va, on passe au quotidien, Ouais, parce que là, du coup, je vais te parler de projets concrets pour le coup. Donc, mon quotidien et le tien, Exactement. nous, on est un peu au milieu, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on a des environnements qui sont full framework chez nos clients, on n'a pas le choix, il faut faire avec, les stacks sont là. Et on essaye d'emmener nos clients à limiter cette dépendance à cette drogue, en fait, qui sont les frameworks. Là, Alors, typiquement, dans ma mission, dès qu'on a migré en Java 17, les records sont apparus et Lombok va disparaître au fur et à mesure qu'on modifie des DTO, des choses comme ça. Si on peut passer sur du record, on passe sur du record. Et voilà, ça nous enlève ça fait ça de moins. J'ai un collègue qui est là, il pourra vous dire, on a du Spring Data, on a du Spring Boot, on a la stack classique. Mais on essaie quand même de faire un peu attention sur des codes review. Tiens, pourquoi tu as mis telle librairie en fait? Tu regardes, là dans ton cas, ça fait un boolean .true equals. On peut l'enlever en fait, ça sert à rien. C'est un cas concret. Hein. C'est une code review d'aujourd'hui. Hein. Mais voilà, mais en fait, on ne peut pas prêcher des gens, leur dire non, il ne faut pas en faire, c'est pas possible, on n'est pas des ayatollahs, certainement pas. On va juste aider les gens, leur dire regardez comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, là, cet exemple de marteau, il est parti d'un exemple que j'ai vécu en mission. Alors, j'ai pris l'exemple des marteaux, mais c'en était un autre. J'étais dans une structure où on avait besoin de prendre tous les sirettes. Donc, on peut aller chercher sur un site de la fonction publique un fichier Excel avec 24 millions de sirettes à l'intérieur. Et on avait besoin d'intégrer ces 24 millions de sirettes en base de données. Donc, on vient me voir, on me dit ouais, il y a quelqu'un qui travaille dessus, là, elle a un petit peu de mal à avancer sur le batch. Ça prend trop de temps. J'arrive, je dis d'accord, ok, comment tu as fait? J'ai pris Spring Batch, j'ai pris Hibernate, j'ai mis tout ça, et parce que bon, dans Spring Batch, il y avait déjà le connecteur pour aller chercher le CSV. De l'autre côté, ça marchait bien avec Hibernate pour insérer les trucs. Mais je comprends pas, ça fait 6 heures que ça tourne, c'est toujours pas fini. Je lui dis, mais pourquoi tout ça? Quelle est la raison d'avoir choisi ces frameworks-là, à cet endroit-là? On est quand même sur quelque chose de simple, on a un CSV, on prend les lignes de la CSV, on le met quasiment tel que en base de données. C'est hyper simple en fait. Ah oui, mais c'est la stack qu'on a. Oui, mais là, le besoin, il est simple. On n'a pas besoin de ça. Donc, j'ai pris le code et puis Tech Lead, il me fait « Ouais, mais Hervé, tu vas pas faire quelque chose de compliqué. » Pourquoi compliqué? Si tu n'utilises pas Spring, tu vas faire plein de code. Je fais « Mais t'inquiète pas. » Donc, une journée après, j'avais fini. J'ai juste pris une lib parce que lire le CSV, je préfère faire ça une lib, hein. Il y a tout un tas de normes. Donc plutôt que de devoir implémenter ça moi-même, je vais chercher une petite lib légère qui fait ça pour moi. Je fais juste du JDBC. Puis 14 minutes plus tard, les 24 millions de lignes étaient en base de données. Bon, après, peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin du multithreading. Enfin, il y a beaucoup de choses dans Spring. Alors, Spring Batch, c'est encore une fois, je ne vais pas dire que c'est un mauvais outil. Je dis juste que là, on a pris le mauvais outil pour le besoin. On n'avait pas besoin de ce mastodonte pour faire ça. Spring Batch, il permet de faire du flow, par exemple. Donc, vous pouvez très bien prendre quelque chose et prendre des décisions en fonction du contenu de la data. Et donc, faire des branchements, etc. Faire du flux. Vous pouvez décrire un flux de batching. Si on a ce besoin-là, ou si on a un besoin, par exemple, de redémarrer, parce que Spring Batch propose aussi ces fonctionnalités-là, c'est de reprendre un batch qui a échoué en plein milieu. Ça peut être intéressant. Mais oui, c'est intéressant quand on a un batch qui dure 6 heures de le reprendre. Mais moi, si je fais un batch qui dure 14 minutes, je n'ai pas besoin d'un système de retry. C'est suffisamment rapide pour que je n'ai pas besoin de ça. Et la code base était légère. Il y avait peut-être 50-60 lignes, c'était pas lourd. Mais il a quand même fallu que je fasse de la pédagogie pour expliquer que même si je n'ai pas utilisé de framework, c'est maintenable, c'est compréhensible et c'est efficace. Il y a Agora qui est là avec nous, là-haut. Il travaille avec moi sur un projet de développement d'une plateforme de trading électronique. La code base que vous avez là, le choix de technologie, c'est ce qu'on a. Agora pourra peut-être le dire, mais on n'a pas une productivité qui est plus importante parce qu'on n'a pas pris Spring. Et on pense même
que si on avait mis Spring, on aurait perdu du temps sur certains aspects. Parce que de temps en temps, il y a des cas qui ne rentrent pas dans le cadre du framework, et là, c'est l'horreur. Parce qu'il faut faire rentrer une étoile dans un rond, et qu'on a beau faire ce qu'on veut, il faut soit scier quelque chose, soit rogner quelque chose. Et que ça ne marche pas très bien. Oui. Si vous avez un horizon, moi j'ai codé une plateforme de trading, justement je fais du frameworkless. Au bout d'un moment j'ai tout jeté parce que je me retrouvais, plus on avançait dans le temps, plus il y avait beaucoup de soucis et qu'en fait c'était bien géré côté Spring, plutôt que moi qui décide nombre d'instances d'un bin. Il y a beaucoup de détails trop techniques qui font que ça peut avoir des effets de bord. Si on part sur, par exemple, j'avais un Jetty qui démarre à la main quoi, dans le truc. L'idée c'était d'avoir un simple jar. Quand on démarre, en fait, il lance des opérations, il analyse. Il y a des algos, en fait, ça mouline. Et ça trouve en fait des opportunités, ça ouvre un trade, ça le ferme, etc. Mais en fait, au final, à chaque fois que j'en parle avec des gens expérimentés, ils me disent non, tu vas sur Spring. Effectivement, c'est. Mais en fait, est-ce que par exemple, si vous partez sur une frameworkless, c'est dans une optique de refactoring, par exemple, ça pourrait être bon. Ou alors je décide dès le début du frameworkless, mais je prends un risque parce que quand ça va très loin, vous allez tout refaire à la main, alors qu'en fait derrière il y a des choses qui sont les transactions, il y a pas mal de choses dans les frameworks. Le but du frameworkless, attention, c'est moi je dis pas sans framework, je dis moins de framework. Des frameworks légers qui font exactement ce que je veux. Ici, dans l'exemple que j'ai donné, j'utilise Javelin et j'utilise JDBI. Javelin, c'est un conteneur web léger. Il me gère lui-même ses contrôleurs. La seule chose qu'il faut que je lui donne, c'est binder les contrôleurs. Donc c'est à moi de créer toute ma couche de services, donc sur l'hexagone, mes contrôleurs, mes services et de l'autre côté mes ports. Voilà, juste avec un petit peu de dev, j'ai juste imposé que ça se construise dans un certain sens. Donc on part des ports, ensuite on crée les services et ensuite les contrôleurs. Et je ne veux pas de dépendance de ports directement vers les contrôleurs. Et j'ai pas de problème avec ça. C'est moi qui crée mes bins, donc je gère aussi. C'est créé via la thread main. J'ai pas de problème de singleton, de lazy loading, etc. C'est chargé dès le départ, c'est rapide. Et j'utilise aussi JDBI, il me gère mes transactions. Mais c'est simple. Et j'ai pas toute la problématique avec Spring, parce que Spring, je l'ai beaucoup manipulé, et notamment sur les transactions. Et le nombre de problèmes en production qu'on a eu sur ces espèces de poupées russes avec ces proxys, et transactions qui se traînent de service en service, quand il y en a un qui plante, que l'autre s'en rend pas compte, que ça replante et que ce n'est pas l'exception d'origine, et que pour comprendre ce qui se passe, et qu'on passe plusieurs jours là-dessus à comprendre qu'il y a une conf à changer de l'autre côté pour que ça marche, je me dis que si j'avais eu la transaction moi-même, et que ça planquait, j'aurais tout de suite compris d'où ça venait et je le corrige immédiatement. Donc quand je dis frameworkless, ce n'est pas sans framework, mais c'est plutôt avec des frameworks qui font ce que je veux et qui me laissent aussi la liberté de pouvoir faire des choix. Comment j'implémente? Encore une fois, JDBI, on peut faire des records, on peut utiliser des entités, on peut mettre des annotations. Si on veut faire un peu comme JPA, par exemple, le Spring Data JPA, on a aussi un module qui nous permet de générer automatiquement à partir d'une interface l'implémentation. Donc de ne pas avoir besoin d'écrire, par exemple, les requêtes avec tout le bout de code que je vous ai montré au-dessus, mais juste il y a une annotation, on dit exécute-moi la requête, et puis il va prendre les paramètres, il bind. On peut, et c'est un choix. On ajoute ou on n'ajoute pas en fonction des besoins. Et en fonction de comment on veut discuter avec la base de données. On a le choix. Et le dernier exemple que je voulais donner, c'était aussi, et là ça va rentrer plutôt dans le côté intermédiaire. C'est-à-dire, le but n'est pas de dire je retire Spring, encore une fois, c'est présent partout, comme Hibernate. Donc il va falloir que je fasse un petit peu avec. Mais est-ce que de temps en temps, sur chaque besoin, je dois toujours réfléchir framework? Est-ce que par moment, je ne peux pas me dire, ça, je vais peut-être le faire moi-même? Ça sera peut-être plus rapide, plus efficace. L'exemple, c'était, j'étais dans une structure qui voulait monter de version de Spring. Et par là aussi, la version du langage Java. Sauf qu'en montant de Spring Boot 3, on se retrouvait avec la nouvelle version de l'API sécurité de Spring. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Spring Security, mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Donc, on était sur l'ancien modèle pour faire une simple authentification OAuth 2.
Ils avaient leur serveur en interne, etc. On fait la migration de version, on s'arrache les cheveux pendant 3 jours, à essayer de comprendre comment la nouvelle API fonctionne. Une horreur. Et puis en plus, j'étais face à des développeurs qui ne connaissaient même plus comment cette partie de Spring fonctionnait. Qui n'avaient aucune idée de cette chaîne de responsabilité, de filtre, de sécurité fonctionnait. Et j'ai fini par leur dire, bah, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est vous me laissez une journée, moi je l'implémente. Je l'ai fait. Ça a marché tout de suite. Et les développeurs ont repris la maîtrise sur comment ça fonctionne. À tel point qu'ils voulaient faire une lib et partager ce bout de code sur les autres applications. Parce que dedans, c'était leur code base et ils savaient comment on pouvait authentifier un utilisateur auprès de nos API. Et c'était maîtrisé. Donc, sans aller dans l'extrême à supprimer les frameworks, on peut aussi avoir des états un petit peu intermédiaires où on peut se poser des questions en disant est-ce que je peux ne pas utiliser toute la stack du framework? Oui. Si ma mémoire est bonne, Spring à la base c'était un container léger. À la Ça, base, c'était il y a 12 ans à peu près. J'ai commencé Spring à l'époque. Deuxièmement, le fait est que les entreprises ont toutes convergé vers Spring. Oui. Alors, comment vous expliquez que Jakarta veut Spring, Play Framework et Javelin, le gagnant c'est Spring au niveau des entreprises? Comment vous expliquez que les entreprises, et justement, je pense que c'est lié au fait qu'il y ait Pivotal, VMware, puisque le nom c'était Pivotal au passage. VMware, Pivotal. Donc en fait, ça rassure les entreprises et les développeurs, c'est des clients, puisqu'en fait, ils veulent la facilité. Je suis formateur depuis 20 ans en Java, et j'avais un apprenant qui me disait « Monsieur, je veux utiliser Lombok ». Justement, il me parlait de Lombok. Il me disait « Ah oui, c'est génial et tout ça, ça génère, etc. » du boiler, enfin du code boilerplate, etc. Voilà, donc en fait, c'est la facilité. Je pense que c'est les développeurs qui pilotent les choix technologiques de l'entreprise. Oui. Et du coup, dès qu'ils l'installent, et voilà ce que j'ai vu, et à la fin, au début, on avait Play Framework avec Scala, etc. On avait plein de choix, et finalement, maintenant, Spring par-ci, Spring par-là, etc. Donc, je vous pose la question, comment se fait-il qu'on est arrivé là? Et est-ce que dans vos entreprises, chez vos clients, est-ce que finalement le fait est qu'il n'y a que Spring, donc vous n'avez pas le choix? C'est ça que je voulais dire. Chez mon client, oui, il n'y a que Spring partout. Projet from scratch il y a 6 ans. Ils sont partis sur du Spring Boot et tout est fait en Spring Boot. Pourquoi c'est comme ça? Tout le monde est formé à ça va vite. Tout le monde est habitué, tu gagnes du temps. Si tu veux si tu veux recruter du monde, si tu mets Javelin, tu auras 2 personnes. Si tu mets Spring Boot, tu en as 500. Quand tu veux recruter, et tu mets Spring Boot, ça va plus vite. Les performances sur beaucoup de clients en termes de serveurs, de mémoire, globalement, ça les intéresse peu. Ils sont souvent soit sur des grosses machines. Moi où je suis, j'ai une contrainte où je suis limité à 8 GB par application. Donc j'ai N instances en fait, où je fais un espèce de calcul parallèle. Mais en fait, comme les ressources sont quasi illimitées maintenant, ça résout. En fait, le problème qui est monté est résolu par tu as autant de ressources que tu veux, vas-y, ok. Je sais pas, à Team, je crois qu'on a des applis dans l'EC, elles montent à plus 10 ou 12 gigas sur certaines équipes en fait, en mémoire. Mais on ne cherche pas à l'optimiser en fait. Tu as besoin de 2 gigas en plus, tu mets 2 gigas en plus. On ne se pose pas la question du mais où est-ce que j'ai une fuite mémoire? Alors que nous, sur la partie où je travaille, comme on est limité à 8 gigas, on se pose tous les 6 mois, j'ai atteint le plafond en fait, de nouveau. Donc je dois reprendre mon code, le profiler pour voir où est-ce que j'ai introduit une fuite mémoire, ainsi de suite. Mais nous, si on a un contexte particulier, mais globalement, tout le monde, tu mets 12 gigas, vas-y, mets 12 gigas et c'est bon. Et voilà. Et que ton jar fasse 7 mégas ou 80, on s'en fout, c'est une copie. Si je puis me permettre, en fait, ce problème de génération du code, il a même été posé dans les années 90 avec les générateurs de code. Et du coup, en fait, le problème des générateurs de code, et du coup, dans les années 90, on était parti dans ce sens-là. Le problème, c'est que ça générait du code qui n'était pas optimisé, où il y avait des dépendances, et du coup, ça générait beaucoup de problèmes. Et en plus, il y a le contrôle, la maîtrise du développeur de ce qu'il fait. Et du coup, il y a les problèmes d'optimisation. Du coup, on sait que dans les années 90, ça n'avait pas marché. Ensuite, on est reparti avec le container léger, soi-disant pour concurrencer le Java Enterprise Edition qui était trop lourd. Je rappelle,
avec les architectures 3 tiers. Voilà, donc en fait, et ensuite, ce problème d'optimisation, génération du code, moi je vous pose une question. À l'ère de l'intelligence artificielle et de la génération du code, comment vous voyez ça par rapport justement pour essayer de résoudre ces problématiques de à la fois la lisibilité, le contrôle sur le code et les comptes. Je rappelle qu'effectivement, vous avez raison de noter ça frameworkless, puisqu'on parle de serverless, et je rappelle que serverless, ça veut dire qu'il y a quand même un serveur, mais il est léger. D'ailleurs, dans les serverless, il n'y a que des serveurs, en fait, des petits serveurs, en fait, un peu comme les containers, je veux dire, tout le système de synchronisation, etc., c'est basé sur les serverless, et donc, effectivement, vous avez raison de dire frameworkless, mais il y a quand même il y a des limites. Il y a un minimum. Il y a un minimum. Voilà. Mais comment vous voyez ça par rapport à la génération du code automatique? Il y a quand même un truc ici, le besoin, il faut le comprendre. Il faut quand même un humain qui soit là, qui comprenne le besoin du client. Et l'IA, j'attends de voir si elle peut vraiment comprendre le besoin du client. Et une fois que tu as bien compris le besoin du client, aller chercher le bon outil. Et là, oui, je peux peut-être me servir de l'IA pour m'aider sur cette partie-là, à la coacher en disant, mais en fait, il a besoin de ça, il a besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider? Mais en amont, moi, travail de développeur, c'est comprendre le besoin, savoir ce dont et les contraintes que le client peut avoir, etc. Et d'essayer de trouver la technologie qui fit. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, pour trouver les technologies qui fit, peut-être que l'IA peut avoir de l'intérêt à cet endroit-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les développeurs, ça fait plus de 20 ans que je fais du développement, les développeurs, ils veulent la facilité. Donc c'est ça le truc. Parce qu'ils s'en foutent de savoir si le code est généré, ils ne sont pas dans cette démarche. En fait, il y a deux choses ici. Il y a d'un côté les développeurs, de l'autre côté le business, c'est-à-dire les clients. Les clients, ils demandent quelque chose, quoi. Mais les clients, eux, ils sont intéressés par les usages, les applications. Ils s'en foutent complètement de savoir si c'est une usine à gaz, si ça génère. Ils s'en fichent pas complètement, en fait. Sauf si ça se révèle au niveau des optimisations et au niveau des performances. Ouais, et puis au moment où on leur dit... Ouais, où on leur dit, en fait, c'est une usine à gaz, on a mis plein de trucs, il faut tout réécrire parce que c'est plus maintenable. Et le client, tu me l'as écrit il y a 2 ans quand même, c'est tout neuf. Oui, alors, en fait, les clients, ils sont pas très heureux en général en face. Mais de toute façon, il y a une approche RSE qui se met aussi en place dans certaines entreprises. Et le but, c'est de voir le coût de tout ce qui est programme, lourdeur, maintenabilité, occupation et autres. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que ça peut marcher. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est quelque chose aussi que je voulais ajouter, c'est effectivement la lourdeur de l'application, la place qu'elle prend, le temps qu'elle met à démarrer. On a mis 1 heure pour charger 300 mégas en mémoire. La quantité de ressources qu'on a utilisées pour faire ça. T'avais un ventilateur chez toi? C'est dingue. Ah non, mais l'ordinateur portable soufflait, quoi. Littéralement. Et je sais ce qui se passe en plus. C'est la migration d'Hibernate sur Spring 3, on est passé en Hibernate 6. Hibernate a décidé de pallier aux défauts des développeurs quand ils faisaient des produits cartésiens dans leurs requêtes. Donc ils ont un algo, quand ils récupèrent les choses, ils regardent s'ils n'ont pas des lignes en doublon. Et l'algo est mauvais. Donc on se retrouve avec ça. Et là, on est dans cette stack. Et en fait, comment nous, en tant que développeurs, on peut intervenir pour optimiser ça? Tu crées un Jira Hibernate. Voilà. Où la réponse a été assez équivoque, parce que je l'ai fait. J'ai eu une réponse. On a amélioré les choses, mais ça sera toujours pire qu'avant, de toute façon. Ouais, ils ont le lazy loading, par exemple. Ah non, mais là, on était... Dans la plupart des cas, voilà. Par exemple, on parle de Spring Transaction Lazy Loading. Alors là... combinaison fatale. Et ça fait aussi que les développeurs, quand ils sont dans ces frameworks, qui font tout un petit peu à leur place, c'est magique, on ne voit pas, et ils font du code aussi en conséquence. C'est-à-dire que ils réfléchissent pas trop, je suis au centre d'une transaction, voilà, je fais tout ça là-dedans, etc. Quand on n'a pas tout ça, et que c'est nous qui devons gérer la transaction, on écrit le code différemment. On cherche à voir tout ce qu'il faut faire avant d'enclencher la transaction et de faire toutes nos opérations. Et ça change tout, même sur la lecture du code. Du coup, je n'ai pas compris du côté frameworkless, vous baignez quand même les objets à la façonner. Ouais, oui. En fait... Les objets, c'est du low-low. Exactement. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est pour ça que j'ai dit ORM léger.
ORM, Object Relational Mapping. Donc à un moment donné, de toute façon, il va falloir qu'on ait cette connexion entre un monde relationnel, qui est ce qu'il est, et un monde objet qui en est un autre. Donc que ça soit moi qui le fasse en JDBC et qui fasse le mapping, je vais faire ce mapping-là. Ou que je fasse un ORM parce que faire un getString sur tel truc pour le mettre dans le champ-là, bon, c'est rigolo une fois, mais quand j'en ai plein, ça commence à devenir un petit peu fatigant. Je suis content d'avoir un petit framework, encore une fois léger. Hein. JDBI n'est pas quelque chose de lourd. Hein. Il a ajouté 1 méga sur la taille de la stack. Hein. J'ai dit d'ajouter JDBI. Je rappelle que Spring Data, c'était 35 mégas d'ajouter. Et c'est une petite surcouche qui nous dit « je vais vous faciliter ce mapping-là ». Et en plus, on choisit les entités, comment on veut les construire. Encore une fois, je peux mapper dans un record. On peut lui demander de mapper en utilisant le constructeur. On peut lui demander de mapper en utilisant les fields. On choisit, on a le choix. Les objets ne mappent pas sur du relationnel, donc, parce que moi, la lourdeur dont je me plaindrais, c'est pas la lourdeur de l'application, c'est la lourdeur du debugging. Où en général, le boulot, c'est écrire du code, c'est facile, mais par contre, le débugger, c'est la merde. Aussi. Aussi, oui. Aussi. Donc, est-ce que c'est plus facile avec le framework léger de savoir, par exemple, si on a une cascade ou pas sur un objet qui est enlevé? Ah! Parce que les cascades, c'est pas uniquement, je veux dire, c'est Non. typiquement SQL. Alors, le JDBI ne va pas te donner, comme en Hibernate, la possibilité de déclarer une cascade. Et donc, le framework, parce que Hibernate, c'est ce qu'il fait. Quand on déclare une cascade, il va dire « Ah bah tiens, on m'a demandé, si je delete cette entité, de deleter toutes les entités enfants. » Et il le fait tout seul. Il va exécuter les requêtes, il va faire tout ça. Quand tu es en JDBI, c'est à toi de le faire. Ok, mais du coup, ça veut dire que si on a des choses qui sont en relation avec n-objet, et Oui. ces n-objets sont en relation Oui. avec C'est à toi de savoir, c'est à toi de connaître ton schéma de base de données. Donc, schéma de base de données et de... on mappe sur quoi l'objet du milieu, parce qu'il y a une table au milieu qui... En fait, tu veux dire quand tu charges la première entité avec la liste d'entités et la liste d'entités, c'est ça? Comment tu fais? Du coup, on se retrouve avec une table au milieu, et la table au milieu ne mappe sur rien. Bah, justement, en fait, c'est là où tu vas toi-même choisir ton modèle pour... Enfin, comment tu veux mapper le résultat que tu as obtenu dans ton entité. C'est toi qui le choisis. Donc, il faut que tu crées ton mapper. Donc, en JDBI, il y a plein de solutions qui te permettent de faire ça. Puis ça dépend aussi comment tu peux faire. Tu pourrais très bien aussi, dans un premier temps, dire je fais une première requête, je récupère mes entités parents, puis ensuite je vais chercher toutes les autres, puis en mémoire, je fais les associations. Ou tu peux tout récupérer d'un coup avec une jointure et puis avoir un mapper qui fait le taf, qui te crée ta grappe d'objets. Mais c'est toi qui dois le créer à la main. JDBI ne le fera pas à ta place. J'avais une petite question en abstract en fait. Il était à gauche ou à droite? Là. Du coup, c'est quoi l'équivalent en framework S? Boilerplate? Moi? Ah, mais c'est lourd. Hein. Bah, j'ai réappris à faire des builders pour essayer de montrer comment je peux construire mes objets, comment ils peuvent être construits. Plutôt que d'avoir des objets où j'ai des setters partout pour quand je le map, etc. Je me retrouve avec des builders qui me permettent de bien construire mon objet, qui me permettent de bien définir, ou des méthodes factory au choix, qui me permettent de dire comment je construis, quels sont les use cases qui me permettent de construire cet objet-là. Mais Mapstruct nous contraint en fait. Ou alors il faut mettre des annotations partout pour dire alors là, ce champ-là, il faut le mapper dans ce champ-là. Et après, il faut comprendre en fait, il faut être capable de lire cette interface qui va générer encore du code et qui va utiliser ces annotations pour savoir que tel champ, on le met dans tel champ. Alors, des fois, il ne passe pas sous Sonar. Parce qu'en fait, le code généré, des fois, tu as l'idée que le masque, ça ne monte pas sur Sonar. Alors que là, quand c'est écrit à la main avec le builder, c'est sûr que ça va être analysé côté Sonar. C'est analysé et puis on peut même faire des builders qui contraignent la façon dont on construit, on peut réfléchir à des choses. Ça ouvre en fait les possibilités qu'on a, plutôt que de nous contraindre. Alors, on peut générer un builder avec son idée ou quoi? Exactement aussi, oui, tout à fait. Alors, tu reviens en arrière. d'ailleurs, c'est assez marrant ce que tu dis sur Sonar, parce que, et Lombok. Dans une autre entreprise, j'ai vu une interaction avec Sonar. Ils ne voyaient pas le constructeur créé par Lombok. Et il hurlait. Il fallait gérer des faux positifs. C'est rigolo de gérer plein de faux positifs juste parce qu'on a mis Lombok. On n'a juste pas voulu déclarer un constructeur. Deuxième chose avec Lombok que je trouve assez dommage, pareil, dans une autre mission,
Les développeurs ne se rendaient même plus compte qu'un service avait 50 dépendances. Ah oui, ils avaient la notation at all args, donc ils ne voyaient pas le constructeur qui faisait 50, qui avait besoin de 50 dépendances. Ils ne le voyaient même plus. Quand on le fait nous-mêmes, qu'on a notre propre constructeur, la dérive, on commence à la voir à un moment donné. Quand on ajoute la 10e dépendance, on peut commencer à se dire, oula, il y a peut-être un problème de responsabilité dans la classe. Bon, la classe faisait 7000 lignes. Hein. On était logique jusqu'au bout. En fait, notre conclusion, Voilà. c'est ça en fait. Il faut plutôt choisir le bon outil pour ce qu'on veut faire. En l'occurrence, là, un marteau avec une vis. Alors la vis, je vous garantis qu'elle va finir par rentrer. L'état du morceau de bois à la fin, ça va être compliqué. Pareil, mettre le clou avec une clé en verre. Bon, normalement, on va y arriver aussi. Pour un marteau, tout est un clou. C'est ça. Par contre, le résultat final, c'est pas voulu. Mais en fait, c'est ça. Notre conclusion, c'est plutôt remonter aux vrais besoins qu'on vous donne et trouver l'outil adapté à votre besoin. Parce que si vous n'avez pas le bon outil, bah, ça peut fonctionner. Hein. Là, dans les deux cas, hein, je vous garantis, vous le mettez, je vous le fais rentrer. Hein. Ça ne va pas être propre, ça va être sale et ça va rentrer. Et ça ne couvrira pas forcément le vrai besoin. Et parfois, le marteau, en fait, ce n'est pas le bon besoin aussi. C'est-à-dire, si j'ai 500 clous à planter en 1 heure, je ne prends pas un marteau. Je vais acheter une clouteuse. Soyons réalistes. Le marteau, ce n'est pas la solution à tout. Voilà. C'est le chat GPT, ça. Et c'était voilà, c'est choisir le bon outil. Ce qui veut dire, ce n'est pas de framework. On choisit le framework parce qu'il va correspondre aux besoins qu'on a.